Allez, Jessie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Tristan, bonjour Pedro, ça va et vous? Bonjour, j'ai l'impression de vous connaître, vous. Ah oui, je suis déjà venu plusieurs fois. Ouais, ça me dit quelque chose, je me disais aussi. Un Jessie comme ça. Oui, il y en a pas beaucoup. On repère vite. Alors, on a pas mal de sujets à évoquer avec toi, du moins 2 gros sujets si j'ai bien, compris. Mais alors, justement, dans ces sujets, donc il y a la question de la Nouvelle Calédonie Oui, tout à fait. et pour commencer, est-ce que tu peux, nous rappeler ce qui avait déclenché? Donc c'est à l'époque en 2023. Donc les premières émeutes, et pourquoi après elles se sont poursuivies jusqu'à maintenant? Alors, les émeutes, c'était en 2024. D'accord, Heu, mais je crois il y a une première révolte en 2023. oui, oui, il y a eu une première révolte, mais la la très grosse révolte quand même, c'est celle de 2024 là, qui a commencé il y a 1 an tout pile. C'était la première manif qui a dégénéré, c'était le 13 mai 2024. Alors c'était des manifestations qui étaient, comment dire, organisées par le FLNKS, qui est le mouvement indépendantiste, le principal mouvement indépendantiste kanak et socialiste là-bas en Nouvelle-Calédonie. Alors ça s'est prolongé hein, sur tout le mois de mai et sur le mois de juin aussi. Il y a eu 14 morts, dont 2 gendarmes, Xavier Salou et Benjamin Molinari qui sont décédés sur place. Et donc il y avait des revendications de part et d'autre. Les revendications du FNKS et d'autres partis comme l'Union nationale pour l'indépendance sont assez connues en fait. Ils sont assez mécontents du résultat des référendums successifs qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie et qui ont prouvé en fait la loyauté des Calédoniens à la France, puisque le non à l'indépendance a gagné 3 fois sur, sur une échelle d'années qui était très rapprochée dans le temps. Puisqu'il y a eu un référendum en 2018, un deuxième en 2020 et un troisième en 2021. Tu veux Qui a, dire qu'on essaye de les faire revoter parce que le résultat du vote ne nous arrange pas, qu'à chaque fois on rate? ça rappelle autre chose, hein. Ouais, mais on n'a pas revoté nous. On n'a Non, pas mais on peut dire qu'une seule fois non. ouais, dans d'autres pays, il y a eu des idées, puis ça a même été fait en Irlande, par exemple, où ils avaient voté non au traité de Lisbonne et on leur a fait revoter après. Ils ont voté oui, ric-rac. Mmh. Mais pour revenir C'est-à-dire sur que la ça aura laissé plus de temps pour trafiquer le scrutin. oui, ils leur ont accordé un mini truc pour faire semblant d'avoir transigé un peu. Euh, et comment dire, la Nouvelle-Calédonie, en fait, aujourd'hui, bah, on vit aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé en 2023-2024. Valls est allé 3 fois en 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Alors Valls, qui est aujourd'hui ministre d'État, ministre des Outre-mer, avec un rang protocolaire assez important, parce qu'il est numéro 3 du gouvernement. Il a été nommé en décembre 2024, juste au moment où on vivait le cyclone Chido à Mayotte. Donc c'est pour ça aussi, il y a tout un contexte qui explique sa nomination à la tête du ministère des Outre-mer et son rang protocolaire et son titre de ministre d'État. Et donc, il a été en Nouvelle-Calédonie négocier un accord avec les loyalistes, donc les Caldoches sur place, et les indépendantistes d'autre part. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire avec les accords de Matignon en 1988, suite à ce qui s'est passé à la grotte d'Ouvéa, et en 1998 avec Jospin, avec les accords de Nouméa. Et donc, Valls en fait, propose quelque chose d'assez grave. Si, quand on regarde bien ce qui est prévu par ces accords, parce qu'il y a un transfert de souveraineté en fait qui serait dévolu de la France, de l'État national, de l'État central, à la Nouvelle-Calédonie sur des missions régaliennes, ce qui n'a jamais été fait pour aucun territoire d'outre-mer. Et Mais ça, c'est alors mais alors tu dis que c'est grave, mais est-ce qu'il faut pas respecter, la souveraineté populaire qui a décidé par 3 fois de se séparer de nous?
Non, justement, ils ont voté contre l'indépendance. Ah, pardon, autant pour moi. Ils ont voté contre l'indépendance. Justement, ça, c'est les arguments des loyalistes, et en particulier de la chef de file des loyalistes qui s'appelle Sonia Backès, qui n'est pas une extrémiste, hein, c'est une ancienne ministre macroniste. Euh, elle a clairement déclaré que cet accord-là pose problème, puisqu'en fait, il y a des missions régaliennes qui vont être dévolues c'est prévu dans cet accord, qui vont être dévolues à, à l'État, aux Néo-Calédoniens, au Congrès, au gouvernement néo-calédonien. Donc ça, c'est véritablement un véritable souci, quoi, parce que déjà, c'est l'absence effectivement de respect de la souveraineté populaire, qui par 3 fois, en très peu de temps, on dit oui à la France, majoritairement. Et d'autre part, c'est cédé aux indépendantistes qui ont perdu les élections et qui, évidemment, sont dans une course à l'échalote à, à toujours réclamer de plus en plus de choses et qui, en fait, tant qu'ils n'auront pas l'indépendance, vont continuer de réclamer des choses. Donc là, la première étape, ce serait évidemment le transfert de mission régalienne et on fera un nouvel accord dans 10 ans pour dire, bah oui, on veut l'autonomie, on veut l'indépendance. D'ailleurs, c'est ce que veulent déjà les partis Kanak, le FNKS en particulier. Ils réclament un nouveau référendum sur l'autodétermination, puisqu'ils avaient boycotté le dernier référendum, celui de 2021, qu'ils avaient perdu un peu plus que les autres au niveau du score. Ils l'avaient boycotté à l'époque en raison d'un deuil calédonien, d'un deuil kanak, pardon, à l'époque, et surtout parce qu'il y avait les mesures Covid encore. Donc, ils avaient pris ce prétexte-là. Et donc, ben, on voit qu'on cède aux indépendantistes encore aujourd'hui, alors qu'ils ont perdu les élections, ils ont perdu le référendum. Et ça, c'est très compliqué. On peut pas revenir sur la souveraineté populaire. Donc, du côté Alors, des loyalistes, j'ai une question parce que ce que tu dis, oui. théoriquement, la France est une république une et indivisible. C'est-à-dire que c'est les lois partout pareilles sur tout le territoire. La Nouvelle-Calédonie, ainsi que Mayotte ou d'autres, c'est considéré comme le territoire national. Donc il devrait y avoir les mêmes règles, les mêmes lois qui s'appliquent. Il y a des courants qui disent justement que ce soit, les DOM, les TOM et cetera, la Guyane, il y a des spécificités, heu qui font que ces spécificités nécessiteraient un différentialisme au niveau des droits, des devoirs et même des fonctions, possibles. Qui a raison dans ça? Parce que le truc, c'est on a un peu, est-ce que la République une et indivisible, c'est pas une utopie justement, aujourd'hui, vu le contexte? Ou est-ce que, il suffit de mettre les moyens et ce serait largement faisable? Et justement, plutôt que de faire du différentialisme avec des Français de seconde zone. Bah, en fin de compte, le il y a déjà, évidemment, il y a le principe d'indivisibilité de la République dont tu as parlé, et ça, c'est un principe qui est dans la Constitution et qui est rappelé par le Conseil constitutionnel. Pour autant, il y a forcément des particularités qui sont reconnues par la Constitution elle-même, pour les territoires, les départements, les régions d'outre-mer. Ils ont un statut particulier, comme le rappelle Thomas justement dans les commentaires. Mmh. Donc, leurs particularités sont déjà reconnues. Si on prend Wallis et Futuna, dont je t'ai vu parler un matin à Fréquence Populaire, ils ont des rois coutumiers. Il y a des rois coutumiers en République et qui ont des pouvoirs. Donc, il y a déjà des statuts particuliers, en fait. Mais là, le cas de la Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est que c'est un cas un peu plus grave. C'est-à-dire que là, on va franchir une étape. Euh, je réponds juste à Jean-Pierre Leroux. Il y a un traité, le traité de Vannes pour le rattachement de la Bretagne à la France. Je connais bien la question parce que je suis moi-même breton. Et je crois que toi aussi, Jean-Pierre. Euh, ok, il y a un traité, hein, si, si. Et comment dire?
Je vais revenir sur la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, là, c'est plus grave pour la Nouvelle-Calédonie parce que, en fait, dans 6 mois, il y a les élections provinciales là-bas. Donc il y a une sorte de course à l'échalote, évidemment, entre les indépendantistes et les loyalistes. Euh, et le fait de transférer des compétences de souveraineté régalienne euh, à l'État néo-calédonien, ça va être, c'est franchir une étape, en fait. C'est franchir une nouvelle étape et c'est donner clairement le point aux indépendantistes face aux loyalistes au lieu de conclure un accord, comment dire, équilibré. Puisque la véritable question, en fait, qui est souvent posée par les Kanaks, c'est la question du corps électoral. Eux, ils ont peur d'être remplacés. C'est-à-dire que ce qui avait causé principalement les émeutes de mai 2024, c'était le dégel du corps électoral. C'est-à-dire que le corps électoral était gelé par un texte de loi et comment dire, ce texte de loi prévoyait que c'était en fait que certains pouvaient voter, d'autres ne pouvaient pas voter. C'est-à-dire que les citoyens récents néo-calédoniens ne pouvaient pas voter aux élections provinciales, par exemple. Et donc, évidemment, on peut comprendre leur crainte là-dessus, hein. Il faut aussi faire attention là-dessus. Donc, le but, ça aurait été de pouvoir de dégeler un petit peu le corps électoral, forcément un peu, pour s'adapter à ce qui avait été fait en 98 avec les accords de Nouméa, mais de ne pas céder par ailleurs en parallèle aux revendications des indépendantistes, qui eux ont peur, ils le disent clairement, ils ont peur d'être remplacés par des citoyens français venant de métropole, par exemple, qui sont donc non kanaks. Et de l'autre côté, les loyalistes ont peur, avec ce qui se prépare actuellement, avec cet accord prôné par Manuel Valls, ils ont peur de ce qui s'est passé. Ils ont peur Sonia Baquès, par exemple, a parlé d'une crainte de la valise ou du cercueil. Donc ça rappelle clairement ce qui s'est passé en 62 avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a 75 000 Français de métropole qui sont installés en Nouvelle-Calédonie. Et elle le dit clairement, elle dit, voilà, si on donne l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, ces 75 000 Français de métropole vont se sentir indésirables. Et ils pourraient même être virés sèchement par les Kanaks s'ils prenaient le pouvoir clairement au Congrès et au gouvernement. Et évidemment, d'autre part, si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, pas forcément tout de suite, évidemment, c'est pas le cas, mais à terme, euh, les Chinois, qui courtisent clairement toute cette zone du Pacifique Sud, euh, essaieraient de prendre le pas, d'avoir la main mise sur la Nouvelle-Calédonie, en fait. Et c'est déjà le cas sur des îles du Pacifique Sud comme Kiribati, comme Vanuatu, comme les Fidji. Il y a clairement une influence chinoise. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est dépendante de la Chine, notamment pour les exportations de nickel. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, 25% des réserves de nickel sont en Nouvelle-Calédonie. Les 25% des réserves de nickel mondiales sont en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une richesse aussi pour la France, un atout majeur pour la France. Et 73% des exportations de nickel néo-calédoniennes sont vers la Chine. Voilà. Donc ça, c'est un Une élément question peut-être important. rapide. Est-ce que ces îles, surtout dans le Pacifique, hein, mais on peut les retrouver ailleurs, ont la capacité d'être réellement indépendantes, que ce soit alimentairement, énergétiquement, commercialement aussi, hein, ou en réalité, leur survie ne tient que au tourisme, à la spéculation, euh, selon... alors j'ai plus le nom de l'île en tête qui avait spéculé, qui avait gagné beaucoup sur la fiente de guano. Euh, bon, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on peut réellement être indépendant quand on est une île comme ça? Non, clairement non. Non, non, non. Non, non, justement, c'est pour ça que beaucoup de territoires d'outre-mer, justement, veulent rester en France. Et notamment la Nouvelle-Calédonie. Ils ont voté 3 fois par référendum oui à la France. Donc ils sont conscients.
de en fait, de leur dépendance vis-à-vis de la métropole, vis-à-vis de la France, voilà, vis-à-vis de certaines choses, en fin de compte, vis-à-vis du développement des infrastructures favorisées par la métropole. Et donc voilà, c'est une minorité, une minorité agissante qui souhaite l'autonomie et l'indépendance du territoire. Évidemment, c'est les habitants historiques de l'île, hein, ça c'est évident. Hein. Mais comment dire, ils souhaitent l'indépendance pour des raisons politiques. Ils ne regardent pas les raisons économiques. Mmh. Évidemment qu'ils savent très bien que s'ils devenaient indépendants de la France, ils deviendraient automatiquement dépendants de la Chine derrière. Voilà. Et la Chine pousse pour ça d'ailleurs. La Chine, depuis les années 70, finance en partie le mouvement indépendantiste kanak. Voilà, il faut le savoir. C'est comment dire, bon, c'est une ingérence majeure dont on parle assez peu en fait. La Chine évidemment cherche à créer une concurrence vis-à-vis des Américains dans le Pacifique, qui eux ont des alliés majeurs comme l'Australie ou le Japon, Groenland. par exemple. Mmh. Et donc, ils cherchent à avoir des atouts eux aussi. Donc, évidemment, ils poussent vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais alors moi, j'ai une question alors. Juste un petit aparté, c'est, la république du Guano, c'est Nauru, c'était en Nauru. Micronésie, au nord-est de l'Australie et donc c'est surtout, le phosphate qu'ils Oui. exportaient qui était lié à la décomposition, heu, du guano, donc sur des millions d'années et ils ont, massivement, exporté, on va dire, utilisé ces ressources naturelles jusqu'à plus soif. À l'époque, bah, c'était considéré comme, une, L'or blanc. on va dire non, mais ils étaient une C'était les île plus très, riches. très riche par, tête d'habitant et aujourd'hui, ils sont, en quasi faillite parce que, bon, l'argent a été piqué, ça a été mal géré et cetera et donc c'est ce qu'on appelle un cas d'école de la malédiction des ressources, justement, où la surexploitation des ressources naturelles sans développement, donne lieu à ça. Mais pour, sur la question, alors je suis un peu moins, un peu, non, plus circonspect sur la question de l'indépendance, réelle, dans le sens où, les bases pour qu'un pays soit indépendant, c'est l'agriculture, l'énergie et on va dire être capable de s'assurer, sa protection. Or techniquement, ils peuvent. Sur l'énergie, il y a pas trop de soucis parce que, bah, ils sont bien ensoleillés et avec, l'hydrolien, ben, grâce à la mer, ils peuvent facilement être, indépendants énergétiquement. Sur la question d'agriculture, beaucoup de ces peuples natifs arrivent à produire suffisamment, ils sont pas si nombreux que ça, pour, leur propre production. Donc oui, bien sûr, ils peuvent pas fabriquer d'iPhone et cetera, mais ils peuvent quand même, La heu, base. Produire la base. oui, ils peuvent être indépendants. Le truc, c'est, Comment t'assures la l'indépendance sécurité? non, si, sur la sécurité aussi, c'est pas très ils ont suffisamment de gens pour faire eux-mêmes des polices ou des milices ou ce que tu veux. La question, c'est, ça voudra dire une régression, du moins, ça voudra dire ils perdront en niveau de développement et donc souvent, c'est ça qui pose problème, c'est que les gens veulent être indépendants tout en gardant le même niveau de développement et ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Ils se tourneront vers les Chinois, c'est ce qu'on disait. Oui, mais en fait, clairement, s'ils deviennent indépendants, il y aura une minorité agissante qui prendra le pouvoir, ce seront les Kanaks, et pas forcément la partie la plus modérée du FLNKS, la partie peut-être la plus radicale, et il y aura plus de vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y aura sûrement une partie de la population qui se sentira indésirable et qui devra partir. Le vivre ensemble aujourd'hui, il est possible parce que justement, il y a la France qui est là pour concilier. Il y a des accords qui ont prévu ce vivre ensemble en 88 et en 98, conclus entre les loyalistes et les indépendantistes.
Le premier, il a été conclu par des radicaux. Hein. Djibaou, par exemple, Jean-Marie Djibaou en 88 n'était pas forcément le plus modéré du FLNKS. Il a accepté de signer l'accord avec le loyaliste Jacques Lafleur et le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Ouais, mais si je dois me faire l'avocat du diable, Jessie, certains Oui. de nos jours diraient, oui, mais c'est ce qui se passait en Afrique du Sud. C'est l'apartheid qui permettait de maintenir les deux groupes. Et aujourd'hui, effectivement, ils disent, regardez, il n'y a plus d'apartheid, les blancs sont persécutés et doivent partir d'Afrique du Sud. Non, mais il n'y a pas d'apartheid. En réalité, il y a un vivre ensemble quand même global en Nouvelle-Calédonie et on s'en rend compte quand on va là-bas. Mais c'est uniquement une minorité agissant des deux côtés, mais quand même plus du côté kanak, qui essaie d'organiser à chaque fois de l'agit-prop pour créer des problèmes. Effectivement, il y a eu une mauvaise réaction du côté métropolitain, du côté du gouvernement l'année dernière, où ils ont emprisonné des leaders indépendantistes en France au lieu de de les faire incarcérer près de leur île, près de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais en fait, il faut voir ce que ça a donné dans l'histoire. Je parlais de Tchibaou tout à l'heure. Tchibaou, c'était un prêtre à la base qui est redevenu laïque après, qui s'est engagé en politique pour l'indépendance. Donc, c'était franchement pas un modéré du FLNKS. Il se trouve qu'il a été assassiné en 1989, un an après la signature des accords de Matignon, par un radical de son propre parti, du FLNKS. Voilà. Donc c'est à ça que ça mène, en fait, c'est ce genre de choses. C'est que il y a toujours plus radical que soi, en fait. Donc les gens qui aujourd'hui au FNKS sont pour des transferts de souveraineté majeurs, c'est-à-dire le reste de ce qui reste à la France en Nouvelle-Calédonie, virer le haut-commissaire à la République là-bas et qui deviennent autonomes de fait, puisqu'ils auraient la monnaie, la justice, les affaires étrangères, la diplomatie dans leur escarcelle. Et évidemment, l'étape d'après, ça va être la revendication vers l'indépendance. Alors, tu sais que eux, contrairement à nous, ils sont restés au franc. Oui, oui, justement, oui. Mais Ils ont cet avantage, c'est-à-dire qu'ils ont été ils ont plus cet malins que nous. avantage-là, ce Ils oui. sont alors pour info, Ouais, ça, on appelle ça le franc pacifique. C'est pas exactement le oui. franc, c'est le franc des tortues et des poissons, mais c'est voilà, il existe le franc pacifique. Ah, mais évidemment, il faut pas leur mettre l'euro, il faut maintenir ce franc pacifique. Mais ce qu'ils réclament, c'est la gestion de la monnaie, c'est-à-dire avoir une banque centrale calédonienne qui gérerait concrètement la monnaie, les taux d'intérêt, les directeurs, toutes ces choses-là qui, en gros, les transferts de souveraineté qui peuvent leur résister à revendiquer. Et l'étape d'après, c'est l'indépendance, qui va en fait se conclure par une dépendance totale à la Chine. Mais alors pourquoi l'État est si faible avec eux? Pourquoi, je veux dire, là, Ah, ce parce qui qu'en s'est fait, passé n'a pas permis une reprise en main, des investissements massifs? Je sais pas, et que là, en fait, en gros, on essaie juste de calmer la crise sociale en leur donnant plus, heu, Voire pas du tout plus, hein. oui, mais ça c'est sûr, c'est en fait, le problème c'est que évidemment, il y a un problème de développement des infrastructures comme partout en outre-mer, mais il y a surtout des revendications très radicales de la part de mouvements autonomistes et indépendantistes. Et donc, c'est ce qui pose problème majoritairement en Nouvelle-Calédonie, à mon sens. Je posais la question de savoir pourquoi il y a toujours un problème avec l'État, pourquoi on n'y arrive pas en Nouvelle-Calédonie. En fait, on y est arrivé en 88, en 98. Mais il y a une crise majeure, en fait, en Nouvelle-Calédonie, tous les 10, 15, 20 ans. Et donc, il se conclut en général par un accord. Là, aujourd'hui, c'est encore le but, mais ça ne marche pas. Euh, Comment dire? Il y a aussi le traumatisme d'Ouvéa, de la grotte d'Ouvéa. Quand il y a eu les révoltes de l'année dernière, les, comment dire, les gendarmes ont fait attention à ne pas réitérer ce qui s'est passé pendant la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa. La grotte d'Ouvéa, c'était en 88.
C'était entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 88 justement, et il y avait eu une prise d'otage par les Kanaks de la gendarmerie d'Ouvéa. Et le GIGN est intervenu et a tué, je ne sais plus combien de morts Kanaks. Et donc, il y a un traumatisme là-bas sur place où le maintien de l'ordre est toujours compliqué et ils essaient évidemment de rester modérés par rapport à ce problème-là, à ce souvenir-là plutôt. Mais alors, c'est quoi les perspectives? Parce qu'il y a quand même il y a quand même ces groupes indépendantistes qui existent, qui sont agissants. Parce que c'est quand même compliqué parce qu'effectivement, il y a une immigration française qui vote. Certains questionnent même effectivement leur possibilité de voter par rapport aux natifs, qui eux, et si on va dire, il y a peu d'endroits en France où on peut dire que c'est une réalité, mais eux peuvent le dire, ont l'impression d'être grand remplacés. Oui, oui, c'est ça, c'est cette impression-là. Après, il faudrait un nouvel accord, il faudrait un gel du corps électoral peut-être, revenir sur ce qu'ils avaient voulu faire avec le dégel du corps électoral, parce que clairement, ça c'est une ligne rouge pour les indépendantistes kanaks. Faudra, à mon avis, aussi une révision constitutionnelle, peut-être, pour remplacer le cadre de l'accord de Nouméa. Peut-être un dernier référendum, mais vraiment un dernier, sur, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, pour conclure définitivement le schéma conclu par l'accord de Nouméa de 98. Et là, évidemment, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de boycott des mouvements indépendantistes kanaks de l'Union nationale pour l'indépendance, par exemple, ou du FLNKS, parce que sinon, évidemment, le référendum sera biaisé. Une clarification des compétences, à mon avis, entre l'État français et la Nouvelle-Calédonie. Mais il ne faut pas céder sur le transfert de souveraineté réclamé par le FNKS. Parce que ça, c'est aussi une ligne rouge, mais pour le côté loyaliste, par exemple. Mais à mon avis, il faut régler ce sujet-là d'ici aux élections provinciales. Parce que ça va être c'est dans 6 mois, les élections provinciales là-bas en Nouvelle-Calédonie, et ça va être un sujet majeur, en fait. Les gens vont, en fin de compte, voter pour les loyalistes ou pour les Kanaks, et derrière, ça va être pour l'accord, contre l'accord, en fin de compte. La solution, ce serait peut-être même de faire voter les Néo-Calédoniens par référendum sur l'accord conclu par Valls et les loyalistes et les Kanaks. Ce qui n'a jamais été fait, puisque en fait, les accords étaient conclus entre les partis et n'étaient jamais validés par les Néo-Calédoniens eux-mêmes. On a souvent rigolé de lui, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion des actes et des mots de Manuel Valls? Est-ce qu'il a été utile? Non, il n'a pas été utile. Je pense pas, parce que, bon, effectivement, il y avait un espoir quand il a été nommé, parce que c'est quand même un ancien Premier ministre. Évidemment, il y a des choses à redire, majoritairement sur ce qu'il a fait et tout ça, mais d'un point de vue protocolaire, il est numéro 3 du gouvernement, donc ça montre quand même une importance euh, gouvernementale. Et donc, en fait, il a eu des mots qui sont assez durs. Il a parlé d'une souveraineté à côté de la France, par exemple, comme si la Nouvelle-Calédonie ne faisait pas partie de la France. Voilà. C'est ce qui a provoqué la colère des loyalistes sur place. Ouais. Quand on trouve une souveraineté à côté de la France, clairement, on ouvre une porte de Pandore assez claire pour d'autres revendications qui peuvent aller justement sur le territoire d'outre-mer, sur d'autres territoires Ah, d'outre-mer. Culture au pluriel nous dit Même, qu'on aurait dû inviter quelqu'un du CRU. Euh, j'ai vu, Exactement. Si vous avez quelqu'un à nous recommander et nous mettre en contact, on est totalement prêt à faire un débat là-dessus. Euh, la vraie question, c'est surtout la France maintient des territoires, que ce soit dans les Caraïbes. Alors, on ne sait pas pour très
si ça va être pour très longtemps, parce qu'on sent que les Américains ont des vues sur nos îles, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Ça peut bien finir américain aussi, on va dire, plus vite que le Groenland ne sera passé Mmh. sous l'escarcelle des Américains. Ce qui est sûr, c'est que on a des territoires un peu partout et on a une complexité, et la Guyane aussi, par exemple, qui est, il y a des spécificités de ces territoires que les lois de la métropole, souvent, et en particulier politiques de la métropole, construisent des lois basées sur une réalité qui peut s'étendre à la Corse, mais même déjà la Corse, qui est pourtant très près, a des particularismes. Et donc on est Mmh. face à un truc complet et compliqué, où on voudrait, veut que la France s'applique partout, sans mettre les moyens en particulier dans ces territoires-là, avec un grand mépris aussi de la part des politiques et de la population de ces territoires-là. Euh, et en même temps, on est face, on a des natifs. C'est contrairement à la métropole, où les natifs sont gaulois et sont assimilés depuis longtemps. Dans ces régions-là, il y avait des peuples originels, les Kanaks, mais les Mahorais à Mayotte, des Mayotte. Indiens en Guyane, etc. Et donc, effectivement, c'est c'est fondamental de pouvoir euh, réfléchir à cette question sur est-ce qu'il ne faut pas réinventer les statuts de ces espaces pour mieux les intégrer, ou est-ce qu'il faut qu'ils aient une part, il y ait une fédéralisation de la France sur ces espaces-là, ou pas? Mais il y a une réflexion, je pense, parce que c'est compliqué. Mmh. Ah, après le cadre actuel est plutôt bon en fin de compte. Les négociations, comment dire, qui ont été menées en 88 et 98 ont posé un bon cadre, un bon cadre à mon avis. Mais en fait, il faut y revenir tous les 10 à 15 ou 20 ans. En s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on peut pas parler des territoires d'outre-mer globalement. On peut pas généraliser à tous les territoires d'outre-mer. Ils sont tous très très différents en fin de compte. Il y a des territoires qui sont où il y a très peu de mouvements autonomistes ou indépendantistes, et d'autres où il y a où il y a des partis qui se sont développés au fil du temps, qui réclament l'indépendance, l'autonomie de leur territoire. Et donc, bon, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a une logique de développement à avoir forcément, mais il faut regarder les réalités en face, en fait. Il y a des revendications kanak. Tout à l'heure, Culture Plurielle disait qu'il fallait inviter un kanak. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que la Kanaki. C'est le peuple originel, effectivement, mais il y a aussi les Caldoches. Donc, on peut aussi inviter un Kanak et un Caldoche, par exemple. Je suis très surpris, moi, que Culture Plurielle vienne nous dire, voilà, inviter un Kanak. Il faut, pourquoi pas, oui, inviter un Kanak, bien sûr, mais inviter un Kanak et un Caldoche, par exemple. Voilà, ce serait, ça me paraît évident. Et donc, le vivre ensemble, il est permis par le cadre posé et accepté par les deux camps sur place, euh, par Lafleur et Chibaou en 88, en 98 par les deux partis également. Et aujourd'hui, il est remis en cause en fait par une minorité agissante du FLNKS qui pose clairement problème. Donc, voilà, un accord est toujours possible entre les modérés, à mon avis, et la solution pourrait être de le faire aviser par le peuple néo-calédonien, je le répète, néo-calédonien qui n'est pas composé que des Kanaks, qui est composé des Kanaks et des loyalistes caldoches, de le faire avaliser par le peuple calédonien par référendum, par exemple. Ce qui serait une première, et ça pourrait être une bonne solution, en tout cas pour régler ce conflit. J'aimerais faire un petit crochet par une anecdote Mmh. d'une Kanak que j'avais rencontrée quand j'étais à la fac à Toulouse. Ne connaissant pas du tout le coin, je lui demande de me raconter un peu comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'il y a, enfin, d'où elle vient et tout. Et elle me Ouais. raconte des trucs très intéressants.
sur les lois coutumières qu'il y a là-bas, parce qu'elle est fille du second du chef d'un village. Et Ouais. c'est très paradoxal parce que cette jeunesse se retrouve quasiment coupée en deux, entre les racines et la France. Elle n'aime pas la France, elle n'aime pas la métropole due à son climat, à la mentalité des gens et tout. Mais par contre, étant donné qu'elle était lesbienne, elle était rejetée par sa famille en Kanaki. Donc elle se retrouve coupée en deux entre ses racines et on va dire la modernité occidentale, la permission libérale, hein, on va dire. Et en fait, elle ne se retrouve plus nulle part. Donc on a m'expliquer qu'il y avait toute une jeunesse qui était en recherche de modernité tout en voulant rester dans les racines, mais que les anciens étaient trop réactionnaires et que les Français étaient trop libéraux et leur piquaient leurs opportunités économiques, qu'il y avait toujours un racisme qui était assez conséquent, notamment de la part des propriétaires terriens et commerciaux, hein, pas les petits, pas les administratifs, pas ces gens-là, non, les gens qui possèdent. Et elle me disait qu'elle ne voyait aucune solution, si ce n'est le départ de l'un des deux camps sur l'île. Voilà un petit peu le constat qu'elle me faisait. Justement, ça, c'est une revendication du FLNKS, bah, de certains au FLNKS, en fin de compte, des plus radicaux, de ceux qui ont assassiné Tjibaou en 89, qui était quelqu'un de leur camp, et qui a trahi, selon eux, parce qu'il a accepté de signer l'accord de Matignon de Rocard. Effectivement, il y a un écrivain, moi, que j'aime beaucoup, qui avait parlé de citoyens de nulle part. Et donc, c'est des gens qui, effectivement, sont du pays, sont de Kanaki, qui ont une culture, et qui, pour mieux vivre, pour accéder Parce qu'il y a pas à. d'université, là-bas, il y a rien, hein. Ouais, voilà, je sais bien. Et donc, ils sont obligés de venir en métropole. Mais comme beaucoup d'ultramarins, en fait. Il y a des universités, une université, par exemple, à La Réunion, mais il n'y en a pas. Il y en a pas dans la plupart des territoires ultramarins, il n'y a pas d'université. Donc, effectivement, il y a une logique de développement des infrastructures. Par contre, à avoir pour ces territoires ultramarins. Mais par contre, on ne peut pas accepter le fait qu'on remette en cause le vivre ensemble. Voilà. Parce que ça veut dire, à terme, le départ des Français de métropole de Nouvelle-Calédonie, en fait. Et donc, on revient sur les propos de Sonia Baquès, c'est-à-dire la valise et le cercueil. Puisque concrètement, ce sera ça la solution. C'est soit vous partez, soit on va vous virer, et peut-être de manière très, très violente. Alors, je me permets de Alors, réagir, je vois. justement, j'ai mis ce Ouais, commentaire parce que c'est une réalité qui ne touche pas que la Nouvelle-Calédonie, hein. Il y a le cas, à La Réunion, il y a le cas, en Guadeloupe et en Martinique, d'une minorité, effectivement, non autochtone. Alors, déjà, il faut définir ce que c'est les autochtones. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la Guadeloupe et la Martinique, les autochtones, il y en a quasiment plus, en vrai. Il y a des descendants, on va dire des esclaves et des maîtres d'esclaves. C'est eux qui restent. Mais les vrais autochtones de ces coins-là n'existent plus. C'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie ni à Mayotte, mais voilà. Déjà, donc définissons ce que c'est les autochtones, mais effectivement, c'est compliqué pour ces peuples-là d'être autonomes puisque en gros, ils n'ont pas le contrôle de rien. Donc c'est vrai que la remarque est juste. Est-ce qu'il faudrait pas aussi voir s'il n'y a pas dans les biens mal acquis entre guillemets heu, des compensations ou une redistribution puisque il n'est pas normal que certains profitent de situations qui étaient souvent liées à la corruption, et cetera, qui leur ont permis d'avoir la mainmise sur certaines zones géographiques. bien sûr qu'il faut un équilibre entre les Kanaks et les Français de métropole, en fait. C'est évident. Mais, mais en fait, il ne faut pas, à mon avis, prêter donner le flanc à ces discours-là. Parce que c'est ces discours un peu séparatistes, en fait, clairement. Sinon, on donne le point euh, aux assassins de Chibaou, on donne le point à ceux qui ont perdu les 3 référendums, et on donne le point à la frange la plus radicale. Et en fait, à terme, ça veut dire l'indépendance. Et la dépendance
vis-à-vis de la Chine, en fin de compte, puisque ils savent très bien que derrière, ça veut dire ça. Donc évidemment, faut un équilibre économique. On ne peut pas avoir un accaparement des ressources et des industries par une catégorie particulière et par une communauté particulière. Évidemment que les Kanaks ont raison sur leurs revendications économiques. Moi, je suis plutôt d'accord avec le FNKS quand ils parlent de ça, bien entendu. Mais c'est le cas dans beaucoup de territoires ultramarins, effectivement. Il y a des peuples autochtones qui ont été dépossédés de leurs terres et de leur industrie. Donc évidemment, il faut un équilibre, en fait, en fin de compte. C'est aussi des revendications qu'ils portent, et ça, là-dessus, ils ont entièrement raison. Par contre, l'accord, effectivement, ne parle pas du tout de ça. Hein. Pour être franc, il ne parle que des compétences dévolues par la loi, des transferts de compétences régaliennes, transfert de souveraineté, des élections, de la représentation électorale, mais du corps électoral, mais pas du tout des revendications économiques. Et ça, c'est évidemment un terme important qu'il faudra, à mon avis, régler et répartir entre toutes les communautés sur place. Euh, mais il faut pas donner faut pas donner le point aux indépendants. Quoi. Il y a moyen aux indépendantistes. Il y a vraiment moyen de faire un accord équilibré. Et c'est pas du tout vers ce que veut faire Manuel Valls actuellement. Et c'est très compliqué en fait la situation sur place. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord encore aujourd'hui, parce que justement Valls privilégie clairement les indépendantistes pour privilégier en vue d'avoir la paix sociale en fin de compte et ne plus avoir de manifestations. A-t-il tort? Oui, clairement. Bah, clairement, moi je suis pour la démocratie, la souveraineté. Voilà, je pense qu'à la République souveraine, on porte ces valeurs-là. Et donc, quand il y a 3 référendums de suite qui montrent que clairement les Calédoniens veulent rester français, on se doit de respecter le vote des gens. Voilà. On l'a assez dit, nous, à la République souveraine, sur une autre dimension, c'est-à-dire la France par rapport à l'Union européenne et le refus euh, de la Constitution européenne en 2005, qui a été totalement trahi en 2007-2008 par l'adoption par voie parlementaire du traité de Lisbonne, qui est une copie conforme, quasi conforme du traité constitutionnel européen. C'est une déclaration de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même avait créé, avait rédigé le traité constitutionnel européen. Et donc, on ne peut pas, quand on est démocrate, s'asseoir sur le vote des gens. Voilà. Et encore une fois, c'est une porte de Pandore ouverte vers les indépendantistes d'autres territoires ultramarins et vers des indépendantistes aussi de territoires de métropole qui n'attendent que ça. Il y a des radicaux en Corse, par exemple, il y a des radicaux bretons qui restent très marginaux, mais il faut pas il faut pas leur donner le point parce que c'est vraiment ouvrir une porte de Pandore et après en fait, c'est la Chine qui prendra la suite, pour être franc. Comme la Russie a pris la suite de la France sur certaines choses, certaines, sur ce que nous pouvons contre ce que nous avons fait en Afrique, par exemple, sur certains territoires d'Afrique de l'Ouest. Par exemple. Tu me dis qu'un impérialisme remplace un autre. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est pas un impérialiste. Nous ne sommes pas impérialistes, justement. Les impérialistes, ils ne font pas voter les gens. Trump, ce qu'il veut faire, par exemple, avec le Groenland, compte pas faire voter les gens, lui. Compte acheter le Groenland. Voilà, nous, on a effectivement à l'origine, depuis 1850, en 1853, la Nouvelle-Calédonie était une colonie. Aujourd'hui, elle est un territoire d'outre-mer, une collectivité sui generis, comme la Constitution le dit. Et donc, et les gens ont le droit de vote. Ils ont voté 3 fois par référendum. Donc, nous ne sommes pas, les Français là-bas ne sont pas des impérialistes. Ils ont laissé le choix aux Calédoniens de devenir indépendants ou pas. Et contrairement à ce que dit Culture Plurielle, le troisième n'était pas bidonné, justement. Le troisième a été boycotté
Le référendum de 2021 a été boycotté par les Kanaks, par le FLNKS, et alors qu'ils pouvaient voter, ils pouvaient voter. Ils ont juste choisi des prétextes, c'est-à-dire le Covid, un deuil, pour ne pas voter, en fait. Un petit mot de la fin? Oui, alors sur la, il faut donner un peu d'espoir. J'espère que comment dire, cet accord sera pas forcément un accord pour 10 ans ou pour 15 ans, comme l'ont été les accords de Matignon, les accords de, euh, de, de Nouméa, ceux de 88 et de 98. J'espère que ce seront des accords pérennes qui permettront une forme de vivre ensemble. En Nouvelle-Calédonie, évidemment, ça passe par une révision constitutionnelle, à mon avis, par le vote le vote des Calédoniens, une meilleure répartition économique, un développement des infrastructures sur place, en particulier d'une université, par exemple, pour éviter le départ euh, des locaux vers la métropole quand ils souhaitent faire des études supérieures, et plein d'autres choses. Mais en tout cas, la paix est possible, à mon avis, puisque elle a déjà été par 2 fois, en 88 et en 98, alors qu'il y avait déjà eu des moments très, très compliqués euh, Alors, tu auparavant. sais que s'ils ouvrent une université là-bas, c'est surtout les Français qui, ouais, j'en connais plein qui vont vouloir aller faire leurs études là-bas, plutôt que l'inverse, hein, Eh ben, c'est très bien, justement. Oui, oui, ben, il faut de l'échange aussi. vu le cadre. Bon, le but, c'est quand même aussi que les locaux puissent faire des études sur place. Bon, alors, ce sujet fait beaucoup réagir. Je pense que justement, ça, moi, j'ai aucun problème à donner Je sais, j'ai vu là. la parole à tous les bords, et chacun a le droit de défendre ici son point de vue. Euh, il y en a qui parlent tout seuls. Moi, j'ai remarqué aussi. Bonjour Hugo. Euh, qui, depuis tout à l'heure, il parle tout seul. Lui, il est sur une. En fait, je pense qu'on a certains de nos auditeurs qui sont dans le multivers. Ils regardent une émission qui n'est pas celle-ci. Enfin bref. Et dans tous les cas, merci beaucoup Jessie pour ta participation.